Bonjour et bienvenue pour cette troisième émission de Trafic, l'émission citoyenne. C'est l'émission des gens qui font. Les gens qui font de où? Du territoire du Valenciennois. C'est l'occasion de mettre en avant des initiatives culturelles, sportives, sociales, environnementales. Et ce mois-ci, nous sommes à l'épicerie solidaire d'Anzin. L'épicerie solidaire d'Anzin, c'est depuis 2013 250 familles bénéficiaires sur le quartier Carpeau. On aura tout à l'heure de toute façon Alain Manouvrier, qui est le fondateur de l'épicerie, qui viendra nous rejoindre pour justement nous présenter le fonctionnement, comment ça marche ici, etc. Vous voyez autour de moi, il y a des produits, des denrées alimentaires et il y a Sébastien qui va me rejoindre juste après. Mais avant tout ça, c'est intéressant de se questionner sur le contexte dans lequel on va discuter ce soir avec des associations étudiantes, avec des syndicalistes, avec des bénévoles, avec des éducatrices. Cette semaine, ce mois-ci, on a décidé de parler de la précarité, de la solidarité. On voit que la période hivernale, c'est souvent un moment d'élan de solidarité. Le contexte sanitaire aussi amène à se questionner sur la précarité, la solidarité en particulier chez les jeunes, comment la jeunesse vit la crise sanitaire qu'on est en train de traverser du moins. C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure avec les associations étudiantes par exemple, puisqu'on sait, les chiffres sont sortis, les associations étudiantes ont fait ce travail justement de chiffrer, la crise sanitaire impacte en premier lieu les jeunes. Donc comment les jeunes s'organisent dans les campus universitaires, comment les jeunes s'organisent dans les universités, et on se questionnera aussi sur, les jeunes s'engagent aussi. La jeunesse s'engage sur les questions de solidarité. On voit sur le Valenciennois l'initiative des boîtes de Noël, on voit aussi le succès du service civique qui démontre que oui, la jeunesse s'engage aussi sur ces questions autour de la lutte contre la précarité et pour plus de solidarité. Mais avant tout ça, comme chaque mois, il y a Sébastien qui me rejoint pour l'œil du cyclope. Alors Sébastien, déjà, c'est quoi l'œil du cyclope? Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? En fait, dans la vidéo que vous allez voir, on est allé à la rencontre des gens, donc dans la rue, comme vous et moi, pour aborder le thème de la précarité et des jeunes, ce qu'ils pensaient des jeunes et de la précarité, si les jeunes ils étaient plus touchés. Alors je tenais à dire que c'était un sujet qui a été vraiment difficile à aborder parce que c'est un sujet qui fait peur aux gens. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui voulaient rester anonymes, donc ça a été un peu compliqué. On va le voir tout de suite. Magnéto. Donc, pensez-vous que nous sommes dans un territoire touché par la précarité et pourquoi? Oui, oui, le Nord est pas franchement une région où les gens, je sais pas, n'ont pas vraiment beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de personnes pauvres. Hein, la pauvreté, la précarité, ça va ensemble. Hein. Oui, je pense que, ça dépend de la région, mais là, en fait, ça dépend je pense, des installations qui sont ici. Donc, si l'État met tout en place pour aider les gens qui sont en précarité, je pense que ça peut aller mieux. Mais je pense que, avec le nombre d'établissements qu'ils ont mis en place, je pense que la précarité est quand même assez conséquente. Non. Non. Après c'est relatif parce que chaque grande ville a un peu de pauvreté. Du coup, en partie oui, mais en partie non. Oui, disons que d'abord il y a un égoïsme de la part des gens, c'est surtout ça. Et puis on donne pas de boulot aux gens. Les personnes, il n'y a pas assez de, comment je vais dire, pas assez de services pour s'occuper de ces gens-là. Et on laisse plutôt de côté les gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Regardez par exemple les étudiants sont obligés d'aller comme un espèce de resto du cœur parce qu'ils n'ont plus rien de quoi manger parce que en ce moment il y a le Covid et eux ils sont en précarité. Donc, pensez-vous que nous sommes dans un territoire touché par la précarité et pourquoi?
Si on est dans un territoire touché par la précarité, bah oui. Après, ça dépend des milieux sociaux aussi. Les étudiants, ouvriers, tout ça, surtout en ce moment, oui. Je pense que oui, notamment déjà quand on voit le nombre de SDF qu'il y a ici. Et ils n'ont pas forcément beaucoup d'aide, donc je pense que oui, on est dans un territoire touché. Personnellement, oui, parce que vu tous les commerces qui ferment, tout en ce moment, donc oui, Valenciennes commence à partir en ruine en fait, on va dire. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que le contexte actuel intensifie le niveau de précarité? Ça, je pense que c'est sûr, hein, parce on est tous confinés, donc c'est déjà très dur mentalement. Et si on rajoute le fait que on peut plus, enfin, il y en a certains qui ont des difficultés à travailler, ça complique d'autant plus les choses en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, parce que il y a eu des magasins qui ont dû faire fermer à cause du reconfinement et tout, donc ça a fait perdre de l'argent, tout ça quoi, donc voilà. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de... Après, je trouve, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'aide. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Je pense que l'État peut fermer quand même, parce que tout ce qui est restaurant, je pense qu'on peut facilement mettre 6 personnes sur une table et laisser les restaurants ouverts quand même quelques heures. Avec le Covid. Oui, sans aucun doute, hein, pour moi, sans aucun doute, parce que les personnes qui sont en recherche d'emploi, elles sont maintenant très limitées avec le déplacement, d'abord pour commencer. Hein, voilà. Et est-ce que vous pensez que le contexte actuel intensifie le niveau de précarité? Je pense oui, déjà pour les magasins qui ont dû fermer temporairement déjà, et même celles qui ont dû fermer tout court. Celles qui ont dû fermer temporairement, déjà je pense qu'ils ont des loyers où ils ont eu du mal peut-être à les payer. Et donc je pense que oui, et même en général oui. Et pensez-vous que les jeunes aujourd'hui sont plus touchés par la précarité? Pourquoi? Plus touché, je pense, parce qu'on est dans une autre époque où il doit faire pas mal d'études, etc. pour s'en sortir. Qui dit étudiant, dit précaire. Donc automatiquement, oui, je pense que les jeunes sont bien plus touchés. Oui, je crois. Les étudiants en particulier. Surtout avec la crise du coronavirus, je pense qu'il y a plus de chômage qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Pensez-vous que les jeunes sont plus touchés par la précarité aujourd'hui? Oui et non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'aides, mais que les jeunes ne savent pas forcément comment les demander, etc. Donc non, je pense pas. Pour trouver du travail, c'est difficile en ce moment. Parce que moi, personnellement, je suis en recherche d'emploi. Mais c'est très dur pour trouver du travail. Donc pour les jeunes, oui, ça touche beaucoup les jeunes en ce moment. D'accord, ça Voilà. va. Ouais, c'est très possible, parce que moi je sais que c'est très dur d'avoir un prêt étudiant, machin, il y a beaucoup de choses qui sont dures à obtenir lorsqu'on est étudiant et jeune. Et surtout, on voit de plus en plus, c'est triste à dire, mais de criminalité chez les plus jeunes en fait. Et est-ce que vous pensez que les jeunes sont plus touchés par la précarité aujourd'hui? Non, je pense pas. Parce qu'on a quand même pas mal d'aide. Et non, ça va, genre on a quand même... Ça dépend qui. Moi j'ai pas d'aide par exemple et... Ouais, c'est vrai. Après moi perso j'ai des aides, du coup je suis pas trop touché par ça. Mais parce que toi tu vis chez tes parents, mais il y en a à Lille par exemple, enfin du coup c'est sur Valenciennes, mais il y en a même à Valenciennes qui ont un logement et qui n'ont pas forcément beaucoup d'aide et qui galèrent parce que... Ouais, c'est vrai. Ok, ça marche, merci. Et pensez-vous que les jeunes sont plus touchés par la précarité aujourd'hui? Ah oui, je pense aux étudiants. Surtout aux étudiants qui doivent rester enfermés dans leur chambre, qui n'ont pas de moyens, même pour manger, même voilà. Oui. C'est pas évident du tout, je pense. Hein. Même pour les personnes âgées, vous savez. La vie, je me doute bien. C'est pas évident du tout. Moi, je ne suis pas sortie depuis plus de 15 jours de chez moi, c'est parce que j'ai un rendez-vous. Voilà. Donc, pensez-vous que... Et de retour sur Trafic, ce mois-ci, on traite de la question de la précarité, de la solidarité. On a fait le choix de vouloir faire une table ronde sur les questions des étudiants et en particulier la précarité étudiante. Que faire? Valenciennes, c'est une ville étudiante parce que l'université compte près de 10 000 étudiants. Donc on a décidé, on sait que la faculté, l'université de Valenciennes
et vives, à des forces vives, hein, des associations, des syndicalistes, etc., qui mènent tous les jours ce combat contre la précarité étudiante. Et donc on a autour de nous déjà Babacar. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors n'hésite pas à parler bien fort, hein, près du micro. Donc tu es président d'association? Oui, je suis président de l'association CESVAL, Cercle des étudiants sénégalais de Valenciennes. L'année dernière, j'étais le secrétaire général adjoint de l'association, mais cette année, l'association m'a nommé... N'hésite pas à parler plus fort, hein, je suis désolé. D'accord, merci. Mais pour cette année, l'association m'a nommé comme président élu du CESVAL. Et ça consiste en quoi l'association? Bon, l'association CESVAL est une association qui accompagne les étudiants à la scolarité et d'identifier les structures accompagnant les étudiants à la scolarité, aussi d'aider les étudiants socialement et aussi d'aider aussi les étudiants qui viennent du pays pour venir étudier en France. Merci. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus, hein, puisqu'il y a une grande communauté d'étudiants étrangers à l'Université de Valenciennes. Bonjour Antoine. Donc vice-président à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, vice-président étudiant. Donc en quoi ça consiste déjà un vice-président étudiant? C'est une vaste mission, mais disons qu'on pourrait la résumer par porter la voix des quand même presque 13 000 étudiants de l'UPHF. Et oui, en effet, il y a près de 15% des étudiants internationaux, c'est un gros score pour une université. Nationalement, on est à moins, on est presque à 10%. Donc porter leur voix, les représenter auprès des différentes administrations, les représenter dans les conseils, les représenter partout où ils n'ont pas déjà une voix, parce que les étudiants siègent aussi eux-mêmes dans les conseils, hein. Il y a diverses organisations qui siègent déjà. Et là où ils ne siègent pas, je suis là pour les représenter. Et du coup, je siège aussi dans les commissions d'aide sociale de l'université, dont on pourra parler sur la lutte contre la précarité. On aura de toute façon l'occasion de revenir sur concrètement comment l'université combat, ou le Crous aussi, mène un combat contre la précarité étudiante. Adèle, bonjour, bonsoir plutôt, parce que vu l'heure, bonsoir. Alors je te laisse te présenter, parce que tu as deux casquettes. Moi je suis élu à la FEM, donc je suis VP Agoré et innovation sociale. Donc je gère en même temps l'épicerie solidaire qui est sur le campus de Montrouge. Et je gère également tout ce qui est innovation sociale et initiative solidaire sur les trois campus qui sont Valenciennes, Maubeuge et Cambrai. Ok, on aura l'occasion aussi, je pense, de revenir un peu sur comment ça fonctionne l'épicerie Agorae, l'épicerie sociale, l'épicerie solidaire étudiante. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur comment ça fonctionne et est-ce que, dû à la crise, tu as vu peut-être une augmentation de la fréquentation, etc. Gaëtan, syndicaliste étudiant, bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être, voilà, en quoi ça consiste un syndicaliste étudiant? Alors, le CELA CGT Valenciennes, on est un syndicat étudiant à lycée apprenti. On va essayer de lutter contre la précarité, mais aussi de s'intéresser aux causes. Donc là, par exemple, ces derniers jours, on était en action en soutien aux grévistes de l'hôpital de Valenciennes, des filles qui font le ménage dans l'hôpital. Et il y en a une bonne partie, 30-40%, qui a en dessous de 25 ans, donc qui, à la place de faire des études, nettoient l'hôpital tous les jours, et pour beaucoup n'ont pas fait d'études. Et on a aussi une présence concrète sur le terrain pour aider des cas individuels. On va sûrement parler après des assistantes sociales, etc., pour obtenir des papiers. Et on va essayer de mener le maximum de combats possibles pour sortir les étudiants de la précarité. On a vu par exemple que dernièrement le gouvernement avait autorisé 100 repas gratuits par an pour les boursiers. Nous on pense qu'il faut aller plus loin et on sait que le gouvernement cédera à ça si on arrive à se mobiliser. Donc ça fait partie de nos combats contre la précarité. On reviendra de toute façon sur aussi voilà, vos solutions, peut-être à titre individuel ou au titre de vos différents mouvements pour lutter contre la précarité étudiante. Tout d'abord, ça se manifeste comment la précarité étudiante? Parce qu'on en parle beaucoup, hein. C'est souvent évoqué à la télévision, mais vous, au regard de vos différentes fonctions associatives, etc., comment ça se manifeste concrètement quand on est par exemple à l'épicerie? Comment est né ce projet par exemple? Qu'est-ce qui a amené des étudiants à s'organiser pour la création d'une épicerie solidaire? Alors depuis 2014, donc l'association a quelques années derrière. Depuis 2014, c'était un projet qui était porté par la FEV, qui est géré par la FEV, qui avait pour vocation d'aider les personnes en difficulté, les étudiants, surtout d'origine étrangère et française, qui se retrouvent avec nous, notre moyen d'évaluation en fait. On parle de reste à vivre journalier, et c'est ce qui nous permet vraiment de créer un critère. Et au-delà de ça, on va sur le cas particulier, en ayant des entretiens, en ayant des discussions et en remplissant certains dossiers qui nous permettent d'évaluer le cas de chacun et vraiment apporter une solution adaptée.
Et on propose plusieurs types de services selon le cas. On travaille avec des psychologues, des assistantes sociales et on fournit également une aide alimentaire. Combien d'étudiants bénéficient aujourd'hui? Tu sais le chiffre un peu? Là tout de suite, on est à pas loin de 98. 98 étudiants sur Valenciennes. Ça représente 20 à 30 étudiants de plus que ce qu'il y a d'habitude. Qui s'explique par le contexte sanitaire, j'imagine. Également, et c'est 20 à 30 de plus que chaque année. Je reçois régulièrement des nouveaux dossiers qui sont validés ou pas, mais j'en reçois régulièrement. Merci, merci. Alors, comment ça se manifeste aussi au regard de vos fonctions d'élus, de syndicalistes, d'associations étudiantes? Comment vous le constatez? Comment vous avez pu le constater, cette précarité étudiante qui grandit, hein, parce que les chiffres, quand on regarde le Secours catholique, le Secours populaire, chacun s'alarme de la situation des étudiants, qui plus est avec cette crise sanitaire qui était déjà, il y avait déjà une réalité étudiante, hein, mais qui s'accentue et s'aggrave avec cette crise sanitaire. Comment vous l'avez constaté, vous, dans vos différentes fonctions? Alors, parle près du micro, n'hésite pas. L'année dernière, nous avons fait des descentes chez chaque étudiant et on a constaté qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient des problèmes de psychologie. Aussi, il y avait des étudiants qui avaient aussi des problèmes de finances, en fait, des crédits à rembourser, des trucs de finance aussi. Il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui capitalisaient en général sur le job d'été. Mais cette année, il n'y a pas beaucoup de job d'été. Ça a causé que beaucoup d'étudiants ont perdu leur job et ils n'ont pas de revenus pour cette année. Mais l'année dernière, on avait fait des distributions de denrées alimentaires. Aussi, on avait distribué des masques à l'université et aussi à la communauté sénégalaise et africaine. Et aussi à l'université, je peux dire. Et toi, vous constatez par exemple des étudiants qui sont dans une situation de surendettement parce qu'ils se sont endettés pour venir étudier et j'arrive pas à rembourser des crédits, etc. Alors n'hésite pas à parler, je suis désolé, hein, j'insiste, mais c'est pour je vois que les techniciens demandent. Il y en avait des étudiants en fait, parce que l'année dernière, je peux dire, il y avait mon ami, avec qui j'habitais, qui avait des problèmes de psychologie, parce qu'il était seul. Un jour, on ne l'avait pas vu, mais on est entré dans la chambre et on l'a vu rester sur place, de faire des discours, de faire des va-et-vient, mais on n'avait pas compris ce qui s'est passé en fait. Mais du coup, elle avait perdu connaissance et on l'a amené à l'université à l'instance sociale pour l'aider en fait de se surmonter. Mais c'était difficile l'année dernière, mais l'association a pu faire son mieux pour aider les étudiants à donner des denrées alimentaires. Affronter la crise et le confinement. Et justement, par rapport à ça, on voit que souvent cette précarité financière amène aussi une rupture sociale, etc. Si je peux me permettre, le profil d'étudiants qu'on reçoit, nous, parce que du coup on a les profils par rapport à nos dossiers, on voit la situation familiale, monétaire, etc. Le profil n'a pas changé, étonnamment. C'est des personnes qui ont vécu à l'étranger, qui sont venues étudier en France, qui avaient mis de l'argent de côté, mais qui comptaient absolument sur trouver un job étudiant en arrivant, ou alors trouver des solutions temporaires. Et avec le Covid, c'est impossible, ou extrêmement difficile. Et donc le profil n'a pas changé, et on est sur des situations de surendettement, ou alors nombre régulièrement, on n'a pas de reste à vivre. Donc c'est ce qui est sur le mois, c'est ce que vous gagnez moins les charges. On en a pas mal qui sont négatifs, donc les gens s'endettent. Et donc les gens vivent sur leur réserve. Et on a tendance à négliger l'alimentaire, les vêtements. Donc en fait, on est dans un état de survie aujourd'hui. On n'est plus sur une vie agréable et une vie étudiante saine. On aura de toute façon l'occasion de venir sur que faire aussi par rapport à les situations que vous évoquez. Nous, on voit, on disait comment on voit la modification due à la situation sanitaire. On a un fonds, alors normalement c'est le CROUS qui a la charge des aides sociales, avec les ASA et les ASAP. Alors peut-être les acronymes, on peut les... Les ASA et ASAP, c'est les aides annuelles et ponctuelles. Ok. Je ne pas dire l'acronyme exact. Ok. ASA et ASAP, aide annuelle, aide ponctuelle, en plus des bourses. Et l'université a un fonds social de développement des initiatives étudiantes, et il reste toujours un delta d'argent. Et là-dessus, c'est quelque chose qui sert aux assistants sociaux à aider les étudiants qui sont dans des situations socio-économiques complexes. Et
pré-confinement, enfin pré-Covid en tout cas, l'année dernière, on était sur du 7 500 € annuels à peu près donnés à des étudiants. Cette année, on a déjà dépassé les 12 000, donc on est sur une augmentation démentielle. Parce que la situation s'aggrave, et en même temps, c'est une situation qui n'est pas uniquement due à l'argent. Hein. C'est aussi le but de l'Agora. J'étais à l'Agora avant de me présenter et donc d'être venu. Et il faut une réponse à l'isolement social, il faut une réponse à la santé. Là-dessus, le centre de santé de l'UPHF a plusieurs professionnels de santé, des psychologues, des gynécos, médecins généralistes, infirmiers, à disposition des étudiants gratuitement. C'est payé par la CVEC, ce que payent tous les étudiants en début d'année, 91 €. C'est bien assez cher pour qu'on puisse financer des choses. Et donc oui, on a beaucoup d'étudiants internationaux chez nous dans les aides sociales. Pour ce qui est des FEDI de solidarité, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Il y a une norme qui voudrait que les étudiants arrivent avec de l'argent, assez d'argent pour financer leurs études, ce qui n'est pas vrai. Enfin, ce qu'on constate, c'est souvent que les étudiants internationaux rassemblent l'argent et sur un compte peuvent passer en France, obtenir leur visa d'études, puis ensuite renvoient aux gens à qui ils ont emprunté, ils se retrouvent ici sans rien. Et c'est une catastrophe, et on n'arrive pas forcément à trouver la solution immédiate pour aider ces étudiants-là. On a des étudiants qui arrivent chaque année en retard parce qu'ils viennent de l'étranger et qui, des fois, dorment dans la rue, ils sont à la rue pendant 5-6 jours, le temps de trouver un logement d'urgence, tout ça. Donc il y a eu des réponses du réseau associatif, il y a eu des réponses privées. Il y a une réponse publique, qui est celle du coup, c'est l'université, d'aide comme on peut. Mais heureusement qu'il y a aussi la réponse privée, qui est celle des associations, des syndicats, des associations de la résidence, parce que c'est un problème qui est tellement dense et complexe que, et là, il s'aggrave sincèrement avec le voit dans les chiffres. Alors, comment ça se manifeste de votre côté? Comment vous avez constaté au syndicat cette précarité? Et est-ce qu'elle augmente ou pas? On a le même constat, et d'ailleurs nos organisations à l'échelle nationale font plutôt le même constat d'accentuation de la pauvreté. Le ministère fait lui-même le constat qu'il y a de plus en plus de pauvres. Pour rester que sur la question des étudiants, il y a de plus en plus de pauvres. On pourra parler des apprentis où les ruptures conventionnelles elles ont explosé là, pendant les confinements, etc. Voilà. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, il y a eu des files d'urgence qui ont été mis en place. Il y a toujours les assistantes sociales, les aides ponctuelles qui peuvent exister, donc, qui s'améliorent au fur et à mesure des années. Heureusement, au fur et à mesure des années, il y a des choses qu'on entend de moins en moins. Là, il va y avoir aussi une réponse par rapport à l'isolement, parce qu'on a tout ce qui est lié aux aides, à part augmenter les budgets et faire pression sur le gouvernement, nous on a du mal à voir où on peut aller. Par contre, il y a aussi des choses qu'on peut faire là, qu'on réclame depuis le mois de mars, qu'on est plusieurs à réclamer, sur la fermeture des universités, etc. C'est qu'on sait qu'on a un virus qui va durer, on sait que du coup l'isolement des étudiants va durer, voilà. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on met en place? Depuis le mois de mars, on aurait pu réquisitionner des bâtiments vides, etc. juste pour lutter contre l'isolement sur place et pas renvoyer les étudiants à rester chez eux, à attendre une connexion Internet. On a vu que dans les Crous, la connexion Internet elle s'était améliorée ces dernières semaines, ils n'ont pas eu le choix. Mais avoir un réseau beaucoup plus développé, beaucoup plus performant pour les cours à distance, ce qui est aussi une lutte contre la précarité. Voilà. Donc il va falloir continuer le combat sur toute cette question-là, parce nous, on n'a pas vraiment l'impression que le gouvernement se rend compte du nombre de désinscriptions, du nombre d'échecs, de l'augmentation grandissante de la précarité. On n'a pas vraiment l'impression qu'il s'en rend compte comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, je vais mettre de côté la question financière, parce que je reviendrai après dessus globalement sur les propositions qui ont été faites et puis peut-être vos propositions aussi. Mais sur la question on sait très bien que voilà, souvent la précarité financière entraîne, et tu l'as très bien dit, Bakar, des situations d'isolement, une précarité aussi autour de la santé, tu l'as évoqué. Concrètement, est-ce que les étudiants sont au courant qu'il existe? Est-ce qu'il y a peut-être un défaut d'information? Parce qu'on a l'air d'évoquer, oui, qu'il existe des dispositifs pour permettre justement de lutter contre cette précarité, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit sanitaire, etc. Est-ce qu'ils sont assez au courant? Pas assez? Je ne sais pas qui souhaite s'exprimer là-dessus. C'est assez complexe en fait, parce que nous organisons régulièrement des campagnes publicitaires. Des affichages, des communications, on a tous des pages Facebook. Nous on a un réseau associatif, la FEV c'est plus de 12 associations de départements, à travers laquelle on arrive à communiquer, plus nos pages, FEV, plus la page Agora, qui est une page à part. On communique énormément, on se déplace dans les Crous, on fait des dons ponctuels. On est là, les assistantes sociales ont nos numéros de téléphone perso, ils nous appellent. Les administrations ont nos contacts. On est vraiment dans une démarche de communication poussée et on fait le mieux qu'on peut. Et il y a aussi
le fait que les étudiants ne sont pas forcément au courant de tout ce dont ils ont, le droit. Ils ne se rapprochent pas forcément des bonnes structures en premier lieu. Par exemple, la première chose à faire quand tu es étudiant et tu es en état de précarité, c'est quand même de se rapprocher de l'assistante sociale ou au moins de l'université ou nous on peut te rediriger ensuite, afin de t'apporter vraiment un conseil, au minimum un conseil, et au mieux une aide alimentaire, sociale, etc. L'accès aux droits des étudiants, c'est quand même, j'imagine, un combat quotidien pour vos associations, etc. C'est même pas uniquement étudiants, hein. On le sait tous qu'il y a en France des gens qui ont accès à des aides et qui ne les demandent pas. Hein. Et bien c'est pareil chez les étudiants, et la communication avec les étudiants, c'est toujours un immense problème. Alors là, pendant le confinement, on a pour la précarité numérique, la rupture numérique, on s'est dit que c'était la meilleure des choses à faire à l'université pour toucher au mieux les étudiants, parce qu'un mail en toute boîte, c'est déjà une chance s'il n'arrive pas dans les spams, donc c'est pas le meilleur moyen de communiquer avec les étudiants. Donc on envoie des SMS à chaque numéro de téléphone portable d'étudiant dit à son inscription. Donc c'est comme ça qu'on a su un peu l'ampleur de la rupture numérique, et on compte le faire là dès la rentrée avec le centre de santé pour informer les étudiants, mais c'est difficile de toucher chaque étudiant, enfin ils sont 13 000, les informer de tous leurs droits, de ce qui existe, ce qui est créé par la CVEC, donc, et les aides sociales et ce qui n'est pas des aides sociales, hein, puisque le centre de santé c'est pour tous les étudiants, hein, quelle que soit leur situation. C'est très difficile d'informer tous les étudiants maintenant. C'est vraiment, je vous le dis, en tant que représentant de l'université, c'est très complexe. C'est une chose qui est très difficile à faire. Alors le SMS c'est une bonne chose, mais dans un SMS on ne peut pas expliquer c'est sûr, l'ensemble des dispositifs en un SMS. Si je peux me permettre de revenir dessus, il y a aussi une initiative qui est assez méconnue du Crous, où il y a une service civique qui se bat dans les Crous et qui fait du porte-à-porte pour la précarité. Ouais. Et cette personne-là, on est rentré en contact avec elle, elle a notre numéro de téléphone, et on lui a expliqué le système de fonctionnement. Par exemple, moi je la connais, j'ai discuté avec elle. Elle a mon numéro de téléphone, elle a mes adresses mail, et quand elle rencontre une situation particulière, je lui propose toujours de donner mon numéro de téléphone perso, que la personne m'appelle ou m'envoie un mail, etc. On essaye au mieux de pallier à ça, mais après... Comment on rompre, chez Babacar, toi qui es au contact, alors c'est pas que vous ne l'êtes pas évidemment, mais toi qui vis ou qui est à proximité des résidences universitaires au quotidien, comment on s'organise? Est-ce que les étudiants s'auto-organisent pour rompre l'isolement par des activités qui s'organisent, etc., pour lutter aussi contre cette situation? De ma part, je peux dire oui, parce que de notre côté, on a une instance sociale qui gère certaines difficultés des étudiants. On a un numéro social pour les étudiants qui ont des problèmes sociaux. Aussi, il y a les informations passent, notre instance sociale passe toutes les informations. Je peux dire, il y a aussi le réseau du cœur. Le réseau du cœur pour certains étudiants qui ont des problèmes alimentaires aussi, ils passent là-bas pour récupérer des denrées alimentaires. Tout ça, c'est à cause de notre instance sociale qui passe toutes les informations. De notre côté, moi, je peux dire que l'information passe tout le temps. Les étudiants n'ont pas de problème pour s'organiser et de gérer leur quotidien, en fait. Ok. Je voudrais revenir après sur ce que Gaëtan a dit par rapport à la question aussi financière, parce que là, on discute un peu des questions de santé, d'isolement. Le gouvernement, pendant la crise, a proposé, du moins a mis à disposition des moyens financiers sur les repas universitaires qui étaient offerts aux étudiants boursiers, hein, si je ne dis pas de bêtises, etc. C'est pas assez, c'est assez. Qu'est-ce qui peut être fait davantage? On parle des fois du revenu, on voit le retour à la question du revenu universel, ou alors d'ouvrir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que vous avez un avis dessus ou pas? Avant le coronavirus, il y a déjà un étudiant sur deux qui travaille pour financer ses études. Ça, c'est encore, on compte ce qui est déclaré, on compte pas ce qui est voilà. Donc on est vraiment dans une situation où l'étudiant, avant d'essayer de réviser ou d'apprendre, il cherche à comment subvenir à ses besoins. Donc si on est tous d'accord sur ce constat-là, il va falloir carrément réfléchir en termes de système et reconsidérer l'étudiant autrement. Alors on ne sera peut-être pas d'accord sur la terminologie exacte, mais il faut réfléchir à sortir les étudiants du seuil de pauvreté. Donc déjà de ne pas considérer leur bourse en fonction du revenu de leurs parents, mais de leur propre revenu à eux. Ça c'est quelque chose qu'on est plusieurs à demander, une sorte, depuis très très longtemps. Et il va falloir, l'épisode du coronavirus avec l'isolement que ça a provoqué, c'est encore un argument en plus derrière.
Donc moi je suis aussi d'accord pour faire part des causes communes et de se bagarrer là-dessus, parce qu'il y a une urgence, surtout qu'on est parti pour un certain nombre de mois de cours à distance, sans isolement, sans fête, même sans réunion. Là, moi je termine avec un exemple d'aberration. Dans les résidences Crous, ils ont fermé les salles communes de révision, ils ont fermé les locaux dans les sous-sols, etc. Bon, c'est bien sûr lié avec le Covid, mais c'est quelque chose qui est contre-productif pour tous les étudiants, et quand on pose la question en conseil, on se prend une fin de non-recevoir. Donc il faut que les gens qui sont là-haut, qui réfléchissent à nos conditions d'études, ils prennent vraiment la réalité du terrain, mettent l'argent qu'il faut, enfin toutes les choses gratuites pour nous sortir de la précarité. Il y a quand même des solutions. Alors, comment justement par rapport à cette question, pour sortir les jeunes de la précarité, on sait que souvent les jobs étudiants, c'est souvent au détriment des études que ça se fait, parce que voilà, des fois ça se passe très bien pour des étudiants, tant mieux. Des fois, bah voilà, faut bien remplir le frigo, donc bah, on choisit de travailler plutôt que d'étudier. Est-ce que les solutions qui sont ouvertes là, alors par différents mouvements politiques, etc., philosophiques, hein, d'ouvrir le RSA au moins de 25 ans, d'un revenu universel demain, etc., c'est farfelu, c'est pas farfelu? Là, je retire un peu la casquette de VPE, mais disons que moi, le revenu universel, je suis toujours été pour. J'ai milité pour aussi, mais ça n'a rien à voir vraiment avec la casquette de VPE, je tiens à le redire, mais voilà. Hop, là, je la remets. Sur ce qui est du travail étudiant, bon, du coup, dans les 50%, on compte aussi ceux qui travaillent l'été et qui capitalisent pour l'année. Il faut mieux payer les étudiants, c'est compliqué, c'est facile à dire, hein, parce que je ne suis pas patron d'une entreprise. Je suis pas patron d'une entreprise qui engage des étudiants. Mais du coup, on reconnaît le statut de l'étudiant, on lui donne des facilités. L'étudiant salarié n'a pas normalement d'obligation de venir au TD et aux cours obligatoires. C'est un statut d'étudiant salarié. Bon, on essaie d'aider les étudiants au mieux là-dessus, mais les jobs étudiants, ça a toujours existé. Et je pense que c'est une bonne chose et on le voit de toute façon parce que maintenant qu'il y en a moins, il y a moins d'étudiants qui tapent. Parce que le Covid, ils viennent finalement, ils sont dans une détresse sociale importante et ils viennent finalement demander des aides sociales. Est-ce que c'était pas mieux pour eux de travailler? J'en sais rien. Alors moi j'ai pas d'idée précise, c'est que en étudiant la question, c'est une question qui est revenue régulièrement pour lutter contre la précarité en disant il faut développer un système d'aide généralisé à tous. Par exemple, pour mettre fin, les étudiants étrangers vont tous devoir payer des frais d'inscription astronomiques de plusieurs milliers d'euros. On en a tous rencontré, je pense personnellement que ça a mis dans la merde à Valenciennes. On sait que ça va mettre plein d'étudiants étrangers dans la merde plus tard, et on sait que si on ne veut pas reculer ça, on va tous la payer plus tard. Même les Européens, on va tous devoir payer 8 000 euros. Donc déjà sur ça, il faut faire essayer à reculer le gouvernement. La première manière de lutter contre la précarité, c'est qu'on ne paye plus de frais d'inscription. C'est encore pire quand c'est 8 000 euros. Alors, messieurs, on va vous laisser évidemment un dernier tour de parole, hein, mais on va devoir stopper le débat, c'est très rapide, hein, je sais, mais c'est l'émission qui est comme ça. Je vous laisse un petit dernier tour de table. On va démarrer tout à l'heure à ma gauche, on va démarrer à ma droite. Voilà, que faire? Donc s'il y a peut-être une chose à retenir, une action à mettre en place de manière urgente, ça serait quoi? Dans la vie de tous les jours, c'est continuer d'aider comme on peut dans les associations. Là où on est présent, avec l'association qui est présente là où on est, c'est pas plus compliqué que ça. C'est s'engager. Il y a des étudiants qui habitent dans des villages, d'autres dans des campus, et c'est pas la même réalité, mais on a tous des associations sur place. Et après, nous, on reporte le message qu'il faut s'engager et aller chercher les milliards là-haut pour qu'on puisse avoir des études sans être obligé de travailler et sans être dans la précarité. Merci Gaëtan. Adèle? Je reviens 2 secondes sur l'emploi étudiant. Il y a une alternative qui s'appelle le service civique également. Vas-y. Qui est des contrats beaucoup plus souples, qui sont des contrats de 24 heures semaine. Sur une durée, enfin c'est une fois dans ta vie, c'est un peu le désavantage du service civique, mais c'est un contrat de durée maximale 8 mois, 24 heures semaine, sachant que si tu disposes déjà d'aide, ton salaire mensuel peut atteindre les 600 euros. Un peu plus, en plus des appels, etc. Donc ça et des bourses. Nous, par exemple, à la Gorée, qui est l'épicerie solidaire que je gère, et c'est par ce biais-là que je fais mon action solidaire, etc. Donc on est là pour créer un lien social, pour apporter une aide alimentaire. On n'est pas de la charité, donc on vend nos produits. Certes, on a 10% du prix, mais on crée quand même un pouvoir d'achat pour les personnes en difficulté. Et nous, on emploie, par exemple, c'est l'État qui paye du coup les services civiques. C'est un système un peu spécial. On obtient un numéro d'agrément et c'est eux qui versent entièrement la totalité du salaire. De l'indemnité. Qui permet aux petites structures comme nous, qui ne géreront pas assez pour avoir des missions sociales de la Fédération des étudiants de Valenciennes. Et donc on essaie d'apporter de plus en plus de solutions, on démarche de nouveaux partenariats, mais on fait comme on peut. Très bien, merci Adèle.
Antoine, une solution, une chose à retenir, une chose à mettre en place rapidement, ça serait quoi? En tant que représentant d'une administration, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'il faut que les administrations donnent plus de budget aux aides sociales. C'est ce qui a été fait là pendant le Covid parce que la pandémie a fait que ça s'est vu, ça s'est vraiment vu. Mais la précarité étudiante, ça existe depuis toujours et il faut y apporter une solution. Il existe des solutions, autant dans le public que dans le privé. Est-ce qu'elles y répondent? Je ne sais pas totalement, certainement partiellement. Et donc il faut que et les initiatives privées puissent être financées par le public aussi, et que en argent brut, on donne plus de budget, ou en tout cas on conserve les gros budgets qu'on a mis pendant la pandémie ensuite. Merci. Antoine, Babacar, une chose à retenir, une chose à mettre en place rapidement, ça serait quoi? Bon, de ma part, une chose, de mieux développer les instances sociales au sein du CROUS, parce qu'on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'instances sociales au sein du CROUS. Du coup, il serait mieux de mieux développer les instances sociales pour que les étudiants puissent subvenir leurs besoins. En plus, je peux dire aussi de réfléchir sur l'identification des étudiants qui souffrent de plus en plus à des problèmes financiers. Je pense que c'est de mieux réfléchir sur l'identification, ce serait mieux aussi. Mieux identifier les étudiants. Mieux identifier les étudiants qui souffrent de... Parce que le problème est le problème financier, je te dis. C'est le problème financier qui met les étudiants de plus en plus en cause, en fait. Je peux dire, mais pour l'alimentation, il y a certains étudiants même qui peuvent rester même un jour sans manger. J'ai des amis, je peux en témoigner, il y a des étudiants qui peuvent rester un jour sans manger. Le problème, c'est le problème financier. Je pense qu'il serait mieux de réfléchir de plus en plus sur l'identification. À identifier mieux les étudiants en difficulté au sein de l'université. Merci Gaëtan, merci Adèle, merci Babacar, merci Antoine pour cette première table ronde de l'émission. On fait gaffe parce qu'à 20h, il y a couvre-feu. Je vais demander à Hervé de venir me rejoindre s'il est encore dans la salle, puisqu'il doit présenter la prochaine séquence, portrait d'acteur. Donc Hervé est là ou pas, je ne sais pas. Oui, je le vois arriver, il arrive. Donc Hervé, tu vas venir présenter portrait d'acteur. On va parler de quoi? Alors on va parler de l'association Arcade qui se trouve à Le Sel, donc dans la Mandinois, et qui œuvre depuis plus de 20 ans auprès des démunis en récoltant en fait des denrées alimentaires, des colis qu'ils livrent grâce notamment à l'établissement Leclerc, mais aussi des vêtements pour les enfants. Et donc c'est une association qui mine de rien regroupe pas mal de bénévoles et aussi des jeunes qu'ils accueillent sous le principe du bénévolat. Donc je vous invite à tout de suite regarder cette rencontre avec l'association Arcade à Le Sel. Et merci encore à vous pour votre participation. Merci. Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la troisième de la rubrique Parole aux acteurs. On est aujourd'hui à Le Sel et plus précisément devant les locaux de l'association Arcade, qui est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui a pour but de proposer une aide aux familles les plus défavorisées de la Mandinois et des alentours. Donc sans plus attendre, je vous propose d'aller à l'intérieur et de rencontrer un petit peu les personnes qui s'investissent au quotidien pour amener une aide à ces publics les plus démunis. Alors bonjour les filles, on est venu un petit peu à la rencontre aujourd'hui de l'association Arcade pour savoir ce que cette association propose et pourquoi votre engagement au sein de cette association. Donc je vais peut-être déjà vous laisser vous présenter très rapidement. Donc bonjour, moi je m'appelle Noémie Paillard, donc j'ai 20 ans, je suis étudiante en sciences de l'éducation comme Lucie, et donc je vis à Saint-Amand-les-Eaux, donc pas loin d'ici. Avant je vivais à Le Sel, donc dans la ville où se situe Arcade. D'accord. Donc moi c'est Lucie Taquet, j'ai 20 ans, j'habite à Saint-Amand, je suis en 3e année de licence sciences de l'éducation, dans le but d'être professeur des écoles par la suite. Alors, question toute simple les filles, pourquoi l'idée de s'engager au sein de cette association? Alors en fait, à l'université, on doit choisir une matière, c'est l'engagement citoyen, solidaire et associatif. Et en fait, on a choisi cette association d'abord parce que c'était à proximité de chez nous et que on voulait s'engager près de chez nous. Moi, cette association, elle m'a aidée avant avec mes parents, donc j'ai voulu aussi leur rendre ce qu'on m'avait donné. Et après, il y a beaucoup d'étudiants actuellement qui sont aussi en précarité et pour nous, c'est important de s'engager pour eux aussi.
Puis je crois qu'on se rend pas compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de monde dans la précarité. Et donc du coup c'est vraiment important pour nous de s'engager, de donner ce qu'on peut entre guillemets, de les aider parce que c'est normal. Ouais voilà, c'est normal pour nous d'aider aujourd'hui. Alors, j'imagine que justement la précarité, vous la rencontrez, vous la vivez au quotidien dans votre bénévolat au sein de votre association, mais de façon plus globale, est-ce que sur ce territoire, ici, l'Amandinois, Le Sel, les petites communes avoisinantes de Le Sel, en dehors de cette association, vous remarquez aussi des phénomènes de précarité? Déjà à Saint-Amand il y a des SDF, donc on se rend compte quand même qu'il y a de la précarité. Et après moi je me rendais pas autant compte que quand je suis arrivée ici et que j'ai vu tous les bacs par exemple, ça m'a choquée parce que on se rend pas compte qu'il y a autant de personnes autour de nous, quoi. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Je vais interroger la responsable de l'association dans la foulée pour en savoir plus sur un petit peu le projet de l'association dans sa globalité. Mais vous, est-ce que vous êtes sur des missions vraiment principales? Est-ce que vous avez des choses vraiment que vous faites plus souvent que d'autres? Après, on est là que depuis lundi. D'accord. Donc, on n'a fait qu'une journée. Et sur cette journée, on a trié des jouets. On a fait des... Ouais. En fait, ils ont des jouets qui sont incomplets. Et nous, on doit les On compléter. les a complétés. À la base, c'était pour faire donc un marché de Noël, pour revendre et donc avoir des dons. Et au final, ça va être donné à des associations pour des enfants. Donc, voilà. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Alors, vous venez d'arriver donc lundi, si je ne dis pas de Oui. bêtises. Oui. Et vous êtes ici jusque quand, concrètement? Alors, dans notre projet, c'est 30 heures de On doit bénévolat. Mais Mais c'est dès ce le qu'on s'est premier dit. jour, on Dès s'est le dit qu'on premier allait jour, en continuer. revenant, on s'est dit, en fait, 30 heures ou plus, nous, Nous, on on veut s'engageait bien en dire fait. qu'on veut continuer après. Vous allez maintenir C'est votre important bénévolat, pour nous, même ouais, si c'est carrément. hors cadre scolaire, quoi. Voilà, mais carrément, c'est ce qu'on s'est dit. Déjà, félicitations. Je trouve que la démarche est super. Et justement, ça me pousse à vous poser une question. Pourquoi le fait, justement, d'aller au-delà de votre stage, entre guillemets, lié à vos études, et de continuer? Déjà, on a aimé ce qu'on a fait. Et puis, on se dit que c'est aider. Et aider l'association, aider les personnes qui en ont besoin. Et pour nous, c'est important de donner notre temps. Ouais. Comme on a du temps, autant le passer Autant à aider les gens qu'à rien faire. Ouais, voilà. Merci les filles, félicitations. Alors juste pour conclure, si vous deviez juste communiquer un mot, un message, si vous deviez communiquer quelque chose ou si vous vouliez résumer cette petite interview, qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'association ou sur une cause? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous communiquer? Moi, je veux dire que tous les jeunes, s'ils ont un peu de leur temps, donnez-le pour les gens qui en ont besoin. Et ça peut nous arriver à tous, d'être dans la précarité. Du jour au lendemain, ça peut nous tomber dessus. Donc, faut donner. Eh ben, merci les filles et encore félicitations pour votre engagement. Alors, j'aurais aimé tout simplement savoir déjà qui vous êtes, quel est l'objet de l'association Arcade à Le Sel. Alors, Arcade est une association qui existe depuis 25 ans. Elle a été créée justement pour faire suite à l'entraide amandinoise, qui était une association qui existait sur Saint-Amand. Et celle-ci a été créée pour tous les villages autour de l'Amandinois. Donc, il y a 16 villages qui sont pris en charge. Notre première principale activité, c'est l'aide alimentaire aux plus démunis. Donc, les gens sont servis sur dossier, selon un barème. Donc, ils sont accueillis une fois par semaine. Avec les années, ça s'est élargi. La générosité de toutes les personnes qui sont autour de nous, ça s'est élargi à une aide vestimentaire, etc., des meubles, de la vaisselle, voilà. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux et nombreuses autour de moi aujourd'hui. Combien de bénévoles l'association Arcade compte-t-elle? On est 20 bénévoles. Il y a des listes d'attente. D'accord. C'est assez rare. Donc, tous aussi motivés les uns que les autres. Principalement, ce ne sont que des retraités. On a une jeune maman, enfin un peu plus jeune que nous. Sinon, tout le reste sont des retraités. Comment s'organise l'association Arcade dans ses horaires, par exemple, d'ouverture, de distribution? Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais vous fonctionnez quel jour? Comment ça fonctionne, Arcade? Alors, en fait, pour pouvoir mieux servir les personnes,
on fonctionne deux jours par semaine, le mercredi et le vendredi. Ce ne sont pas forcément les mêmes bénévoles les 2 jours. Il y a des bénévoles qui viennent tous les 2 fois, mais il y en a d'autres qui ne viennent qu'une fois selon leur disponibilité. Et les familles sont réparties aussi sur les 2 jours. Ça nous permet de leur mettre plus de choses, d'avoir un meilleur contact avec eux, un meilleur dialogue. Alors, question qui est d'actualité, comment du coup l'association Arcade s'organise en ce moment un petit peu avec les règles sanitaires liées à la crise sanitaire qu'on traverse? On prépare les caisses à l'intérieur et les personnes sont servies dehors. Donc on reçoit, ils attendent et ils sont servis. Il y a un nettoyage des tables à chaque passage et on leur apporte Désinfection. Désinfection des tables. Des tables et des bacs. D'accord. Voilà. Alors, question très importante, combien de bénéficiaires de l'activité d'Arcade? On tourne toujours au-dessus de 150. 150 bénéficiaires. Personnes, ouais. Donc, ça veut dire qu'à la semaine, au travers du mercredi et du samedi, c'est 150 bénéficiaires qui viennent chercher donc leur pack ou leur colis, je ne sais pas quel est le mot approprié, mais vous voyez passer sur une semaine en général 150 bénéficiaires différents. Voilà. Enfin, il y a une personne par famille, hein, donc on ne voit pas les 150. On a beaucoup de gens seuls, mais il y a des familles plus nombreuses aussi. Je voudrais quand même vous dire que si on arrive à fonctionner, à leur faire de si beaux colis, c'est grâce à l'hypermarché Leclerc qui nous donne les dates retirées des rayons et beaucoup aussi de commerçants autour qui nous donnent des fruits, des légumes. On a un maraîcher, la boulangère qui nous donne du pain. Enfin voilà, on fonctionne beaucoup grâce à tout ça. Et quand on n'a pas assez, on complète avec de l'épicerie qu'on achète avec le produit de nos ventes. D'accord. Est-ce que, alors je sais qu'en ce moment la période est difficile pour se projeter, que c'est compliqué d'imaginer des événements ou de l'organisation de gros projets parce qu'on ne sait pas trop où on va par rapport à cette crise sanitaire, mais est-ce que quand même l'association Arcade a, j'ai envie de dire, des temps forts en tête pour les mois à venir sur l'année 2021? On avait plein de projets, on avait commencé à préparer un marché de Noël qui n'aura sans doute pas lieu. Donc, pour éviter le gaspillage et puis faire profiter les autres, on offre à toutes les associations qui en ont besoin. On a toujours des associations avec des enfants en grosse difficulté. On donne les jouets qu'on avait préparés, on est en train de continuer. Et on fait venir les personnes, ils repartent avec leur voiture pleine, comme ça. Ça fait plaisir à d'autres enfants, même s'ils ne sont pas forcément dans notre secteur. Alors, ce que je vous propose, c'est de conclure juste peut-être sur un message, un mot que vous avez peut-être envie de faire passer chacune et chacun, ou Annie, je ne sais pas, mais peut-être si vous deviez un petit peu résumer ou si vous aviez un mot fort, un message à faire passer, qu'est-ce que vous auriez à me dire, mesdames et messieurs? Ben, moi, ce serait continuer l'action malgré le Covid et tenir le plus longtemps possible, quoi. Puis, parce qu'on aime ça, on aime, et puis bon, on fait ça de tout cœur. Avec tout cœur. On est une petite, grande famille. Voilà. Eh bien, écoutez, dans un premier temps, je vous remercie beaucoup de votre accueil chaleureux. Et puis, une nouvelle fois, je vous félicite de votre investissement au quotidien pour toutes ces familles et tous ces bénéficiaires. Je ne vais pas prendre plus votre temps. Je sais que vous êtes amenés à faire pas mal de choses. Donc, une nouvelle fois, je vous remercie. Merci à vous. Et de retour sur Trafic, l'émission citoyenne, où on aborde les questions autour de la précarité, de la solidarité et comment la jeunesse en particulier fait front face à cette situation qui est aussi inédite, accentuée par la crise sanitaire. On est autour de la table, donc on a Alain Manouvrier, qui est le fondateur de l'épicerie qui nous accueille aujourd'hui. Tout d'abord, merci Alain. Tu peux nous présenter un peu l'épicerie en quelques mots, s'il te plaît? Alors l'épicerie solidaire a eu 7 ans la semaine dernière. Elle a été créée à la demande des habitants du quartier Carpeaux, mais elle s'étend à toute la population anzinoise. Alors le principe de l'épicerie solidaire, c'est que les gens payent que 20% du prix réel de la marchandise. Donc on étudie, comme on est associative, on étudie par nous-mêmes les dossiers de chaque famille.
et on leur donne un budget à dépenser à l'épicerie. Ce ne sont pas des colis comme dans les autres associations caritatives. Ils choisissent la marchandise, ils font le tour du magasin. Ils font le tour du magasin et on pouvait le voir autour de vous, tout ce qui est installé. Les gens ont des paniers comme au supermarché. Donc on a un magasin alimentaire avec un budget et un magasin non alimentaire aussi avec un autre budget parce qu'on veut quand même que les familles utilisent un minimum de budget alimentaire, ne se laissent pas tenter par du non alimentaire parce qu'on a des produits d'hygiène, des produits d'entretien dans l'autre magasin. Merci. Alors, on reviendra de toute façon sur les actions. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on est tenu par le temps parce qu'à 20h, il y a couvre-feu. Alors, Lucie, je te passe le micro, on a pris du gel, chacun va vous le préciser. Les actions de boîte de Noël, c'est quoi? Alors, donc on a lancé l'initiative boîte de Noël cette année, pour la première année, sur le Valenciennois, l'Avesnois et le Cambrésis. Pour faire simple, on a fait appel aux particuliers. Donc on leur a demandé de prendre une boîte de chaussures, de mettre dedans un truc chaud, un truc bon, de mettre un petit mot pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un produit d'hygiène, et je pense que je n'ai rien d'autre. Et un loisir, pardon. Et donc ils devaient refermer leur boîte, faire comme un paquet cadeau. Et les boîtes ont été récoltées chez des commerçants qui se sont portés volontaires quand on leur a proposé l'initiative. Et on a été les récolter et on les a distribués à un public de personnes sans abri, dans les hébergements d'urgence. Combien de boîtes récoltées? Donc on est à 5192 boîtes. Quel énorme succès, bravo. Oui, on ne s'y attendait pas, donc on est très heureux. Merci. On aura de toute façon l'occasion certainement de revenir après dans les questionnements. Sandrine et Robin, du coup, vous travaillez dans la même structure. Hein. Oui, on est binôme même. Binôme en plus. Donc, c'est quoi Prime-toi et qu'est-ce que vous y faites du coup? Alors, pour l'association Prime-toi, c'est une association sur le territoire du sud du département du Nord qui œuvre autour de l'insertion par le logement des jeunes, qui regroupe différents services avec plus ou moins d'autonomie selon les hébergements. Et pour notre service à nous particulièrement, je vais laisser la parole à Sandrine qui va présenter en quelques mots. Donc notre dispositif s'appelle Jeunes en errance. Donc on est une sorte d'équipe mobile qui sommes chargés d'aller à la rencontre des jeunes de 18 à 25 ans sur un territoire très large qui représente les deux communautés de communes, la CAVM et la CAPH. Et donc notre boulot, c'est d'aller à leur rencontre quand il y a des difficultés, notamment au niveau de l'hébergement, mais pas que, et de les ramener vers les structures du droit commun, les structures d'hébergement d'urgence, les foyers en tout genre qui peuvent exister sur le Valenciennois. On se présente souvent comme une espèce de boîte à outils pour le jeune, où on lui présente les compétences et nos connaissances, et on lui donne l'occasion de se servir de ce dont il a besoin. Tout ça dans le cadre de la libre adhésion, bien évidemment. Le jeune est libre de travailler avec nous ou pas. Alors, selon vous, parce que voilà, vous êtes jeune, ou alors tu accueilles des jeunes volontaires en service civique, Alain, est-ce que la jeunesse elle a une place particulière dans la lutte contre la précarité? Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'elle doit jouer un rôle essentiel, un rôle différent? Est-ce qu'on doit attendre plus de la jeunesse sur cette question ou non? Alors, je ne sais pas si on doit en attendre plus de la jeunesse, mais en tout cas, pour ma part, je dirais que la tranche d'âge que nous, on touche, les 18-25 ans, ce sont peut-être les oubliés un petit peu du système, dans le sens où on a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les mineurs, jusqu'aux 18 ans, voire 21 ans parfois. Et on a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place à partir de 25 ans, comme par exemple les aides du RSA, etc. Et donc de 18 à 25, on est confronté bien souvent à une jeunesse qui est précaire, mais qui en plus n'a pas forcément de solution viable, ou de solution durable en tout cas, pour permettre de rebondir. On va plutôt, je pense, pour parler de ce public-là, de résilience, plus qu'autre chose en réalité. Alain, toi qui accueilles des volontaires en service civique, est-ce que c'est différent quand un jeune accueille les bénéficiaires que quand c'est un adulte lambda, etc. Est-ce qu'il y a un regard différent? Pourquoi tu accueilles des volontaires en service civique? Tu pourrais le faire avec tes nombreux bénévoles qui entourent le projet d'épicerie. Alors, les jeunes, ce sont des jeunes qui sont, comme tu dis, volontaires, et c'est des jeunes qui sont sensibles à la précarité. Pourquoi choisir un service civique à l'épicerie solidaire au lieu de le choisir en mairie ou à Pôle emploi? C'est parce que ce sont des jeunes qui sont sensibles à la précarité, et il y a aussi maintenant des stages qui existent aussi dans les universités où les jeunes, dans leur stage, ils doivent faire un certain nombre d'heures en bénévolat dans des structures,
Et moi, j'en ai qui viennent une fois tous les 15 jours, ça dépend de leur cours, pour aider les familles en situation de précarité. Donc moi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sensibles à la précarité. Alors peut-être, Lucie, j'ai une autre question, et peut-être Robin aussi, du coup, qui ne s'est pas encore exprimé là-dessus, c'est la question de savoir, dans les boîtes de Noël, les plus de 5000 boîtes, est-ce que voilà, vous avez vu beaucoup de jeunes se mobiliser, ou plutôt c'était quel type de public s'est mobilisé sur ce type d'action? Est-ce que la jeunesse, alors la jeunesse c'est aussi les jeunes adultes, hein, les 18, 25, 18, 30 ans, est-ce que vous avez vu, vous avez constaté qu'il y a eu un élan particulier ou non? C'était plutôt tout public Donc je pense qu'on était plus sur du tout public. Après, je sais qu'on a été sollicité par des lycées, des écoles, donc on sait que certains se sont mobilisés. Après, vous dire... Non, forcément, on ne peut pas avoir une vision précise. Ça vient. Je pense que tout le monde s'est mobilisé à sa façon pour travailler aussi avec des jeunes de 18-30 ans. Je sais que certains ont fait des boîtes et m'ont donné des boîtes aussi parce qu'ils se sentaient concernés aussi par ça. Et justement, alors, vous travaillez essentiellement avec un public, on peut dire, en précarité ou en grande précarité. Cependant, il y a aussi une jeunesse qui n'est pas en grande précarité ou en précarité. Et si heureusement même, et cette jeunesse-là, comme toute la jeunesse, quand elle a envie de s'engager, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire pour dire, voilà, je suis jeune, j'ai envie de m'engager parce que j'ai envie de me mobiliser, parce que je vois des SDF qui dorment au coin de ma rue, je vois des gens, des migrants qui dorment dans des tentes à Calais, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et comment ils peuvent se mobiliser demain? Comme l'a très justement dit, je pense notamment à Gaëtan tout à l'heure lors de la première table ronde, les initiatives locales, déjà se rapprocher et s'informer de ce qui existe sur son territoire, c'est vachement important. Je pense que quel que soit le territoire, il y a des initiatives, il y a des associations, des actions qui sont lancées. Et puis après, pour revenir un petit peu sur la question que tu posais précédemment, je pense aussi que concernant la jeunesse, qui peut mieux aider la jeunesse que ses pairs? Donc effectivement, pour comprendre la jeunesse, je pense qu'il faut soi-même y être confronté, si pas concerné. Donc beaucoup d'initiatives citoyennes, mais aussi d'associations qui œuvrent autour de cette question, avec des moyens limités. Et effectivement, peut-être une augmentation des moyens matériels, mais aussi humains, est très importante, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont lâchées dans la nature sans forcément d'interlocuteur. Alors, vous êtes aussi des gens engagés, hein, parce que voilà, vous menez des actions de boîte de Noël, etc. Vous avez d'autres engagements associatifs. Vous êtes jeune aussi. Pourquoi vous vous êtes engagé? Qu'est-ce que vous y retrouvez en vous engageant, en menant l'action de boîte de Noël? Alors, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on cherche, mais qu'est-ce qu'on y retrouve peut-être, et ce qui pourrait donner à d'autres l'envie aussi de s'engager dans cette action ou dans tant d'autres, hein, que vous pouvez mener, ou que vous avez pu mener dans d'autres différents engagements associatifs. Je pense que c'est une réponse très personnelle, encore une fois. Moi, je pars du principe qu'on est tous êtres humains et qu'effectivement, les sociétés dans lesquelles on vit, les systèmes dans lesquels on vit, créent beaucoup d'inégalités. Et si nous, en tant qu'êtres humains, on ne fait pas le choix d'être solidaires ou de s'engager à chacun son niveau, hein, et en tout cas, quand on a réellement l'envie de le faire, je pense que c'est important de pouvoir le mettre à l'œuvre. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Tu veux peut-être réagir ou une autre question? Non, moi je pense que pour notre équipe à l'initiative des boîtes de Noël, je pense qu'on a tout ce petit côté un peu générosité et on avait envie de s'investir. On a eu une grosse année, je pense, pour tout le monde avec la pandémie. Donc on avait besoin de faire quelque chose pour les autres. La société était un peu individualiste, on va dire, donc... Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché votre action, c'est que l'année était spéciale et les gens, à mon avis, avaient envie de faire quelque chose de particulier cette année pour marquer le coup, et ça a fonctionné du tonnerre. Voilà, c'est ça. Je pense que les personnes avaient besoin de ce petit moment, et donc nous là, on récolte, on va dire... On récolte les choses en distribuant nos boîtes et en discutant, que ce soit avec les personnes à qui on distribue, avec les professionnels des associations, avec les commerçants. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de personnes fantastiques et c'est vraiment quelque chose de super humain qu'on a fait tous ensemble.
Il y a des chiffres qui sont annoncés là par l'INSEE à la demande du Secours catholique. Hein. Un jeune sur 4 est au chômage entre 18 et 29 ans aujourd'hui. Un jeune sur 2 qui est rencontré par le Secours catholique a moins de 400 € pour vivre par mois. Est-ce que toi, par exemple, là, à l'épicerie, il y a des jeunes parents isolés, etc., qui viennent? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Bon, on a de plus en plus de parents isolés parce que depuis un mois et demi, on commence à voir les effets du confinement et on commence à voir, on récupère des familles monoparentales avec des femmes battues qui se sortent de chez elles, qui trouvent un logement qui est cher en loyer parce que bon, savoir que les bailleurs en ce moment c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de déménagement. Donc nous on rencontre ceux qui ont rencontré le nombre de bénéficiaires de nouvelles inscriptions que l'on faisait par mois, maintenant on les fait par semaine, depuis 6 semaines. Donc c'est quand même énorme. Et on a de tout niveau social, vu qu'on a aussi bien des familles où le mari est ouvrier, comme des chefs d'entreprise qui mettent leurs femmes dehors, qui payent une caution ils payent une caution pour leur donner, et après c'est tout, on met la femme et les enfants dehors, parce qu'on ne supporte plus les enfants à la maison. Donc ça, c'est quand même quelque chose de difficile, de dur à gérer. Vous qui travaillez auprès de la grande précarité ou de la très grande précarité, est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes à la rue ou dans des situations vraiment de très grande précarité? Alors, sans rentrer dans les détails, pour te donner un ordre d'idée, nous, l'action au sein de notre association existe depuis 5 ans maintenant. On a démarré, parce qu'on est professionnel, on est salarié, on n'est pas bénévole. On a démarré autour d'une quarantaine de jeunes suivis lors de la première année de création. Aujourd'hui, l'année dernière, on était à 140 accompagnements. Cette année avec le confinement, on a eu des périodes un petit peu plus compliquées où le terrain n'était pas forcément la priorité. Enfin, c'est pas une question de priorité, mais on n'était pas forcément sur le terrain. Et on va encore, façon de parler, péter les scores parce que c'est loin d'être quelque chose de positif. Mais effectivement, les jeunes à la rue, parce que nous, c'est notre public, se font de plus en plus nombreux, que ce soit par des ruptures familiales, que ce soit par et beaucoup, malheureusement, des sortants d'institutions d'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, et beaucoup d'autres problématiques qui sont rencontrées. Et on peut, je pense que Sandrine me rejoindra sur ce constat depuis quelques mois maintenant, observer beaucoup plus de jeunes filles qui se retrouvent dehors et de couples, en sachant que... de jeunes couples. Ouais. En sachant que sur le territoire de Valenciennes, en termes de places d'hébergement, on a une proportion, une majorité de places qui sont pour les hommes. Donc rechercher des solutions pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué. Et pour les couples, c'est encore plus ardu parce qu'effectivement, c'est pas un public auquel on est confronté habituellement et donc les structures n'ont pas forcément été armées pour ça. Et aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour trouver une place d'hébergement. Un couple qui est déjà à la rue, sans rien, si en plus on leur demande de se séparer, ça devient d'autant plus compliqué. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas évident pour ces jeunes-là qui se retrouvent certes ensemble, mais sans rien. Alors, on va devoir malheureusement raccourcir, hein, je vous avais prévenu, mais le débat pour des contraintes de couvre-feu qui s'imposent à nous tous, hein, parce qu'on doit tous faire un effort collectif pour lutter contre cette épidémie. Simplement, un dernier mot chacun, et aussi peut-être comment vous contacter. Est-ce que les actions... Parce que les boîtes de Noël, ça va continuer, les boîtes de Pâques, je sais pas moi, d'épiphanie, j'en sais rien. Ou non, ça s'arrête et puis on passe à autre chose, mais je sais pas. Je me dis comment contacter, comment vous contacter l'épicerie, comment, si demain je veux me mobiliser avec vous, etc. Comment contacter l'épicerie solidaire? On a un site Facebook, hein, donc j'ai des gens qui me contactent par l'intermédiaire du site. On a un site internet aussi. Donc les gens qui veulent nous contacter peuvent nous contacter. Bien que pour les personnes en situation de précarité, c'est parfois difficile de faire le premier pas. Donc ils arrivent souvent ici dans des situations assez catastrophiques. On en a parlé tout à l'heure de la question de l'accès aux droits. Alors l'action est, j'imagine, terminée là, ou est en cours de se terminer, les boîtes de Noël. Oui, on a terminé donc les récoltes, on termine tout doucement avant Noël les distributions. On va se réunir, je pense, et on va en discuter au niveau de l'organisation parce que c'est vrai qu'on a réussi, je pense, à gérer l'organisation.
Mais ça a été du travail et mes petits lutins commencent à fatiguer. Donc on va se réunir, on va voir comment on imagine l'année prochaine. Merci. Un dernier mot très rapide, hein, on est tenu par le temps. Je demande à Noémie et Inès de venir pour présenter en un mot leur action. Je vais faire très vite. Donc nous, comme je l'ai précisé, on travaille sur les deux communautés de communes. On a un partenariat très développé. Donc s'il y a nécessité de nous rencontrer, vous pouvez passer par le biais des accueils de jour, de tout type de structure. On peut aussi trouver nos coordonnées sur Internet et on peut aussi nous trouver dans les rues. Merci. Merci à vous. Merci Anna pour ton accueil. Merci Mehdi. Merci Lucie. Merci Sandrine. Merci Robin. Je vais simplement demander à Noémie un mot. Tu es venue, Inès, un mot rapide sur ce que c'est que l'action que vous avez menée en 1 minute, en 30 secondes. On est vraiment tenu par le temps. Donc, bonsoir à tous. Voilà, donc moi je fais partie de l'association du Dynamo de l'Escaut et donc à l'image des boîtes de Noël, on a voulu aussi nous mettre notre main aussi à la pâte et du coup on a confectionné des kits à destination de 2 associations. Donc je vais te laisser en parler, Inès. Prime-toi à l'épicerie. Donc effectivement, on a préparé des kits qui étaient destinés à des enfants et des ados. Donc pour l'épicerie solidaire et puis l'association La Pause. Donc voilà. Oui, donc en fait, on a voulu faire des kits à l'image de nos associations propres. Donc le Dynamo de l'Escaut, pardon, qui est une association à destination éducation populaire par le sport. Donc on a fait des kits avec du matériel sportif et aussi culturel, des livres, des DVD, enfin tout ce qui pouvait plaire à des jeunes entre 8 et 23 ans. Merci. Merci Inès, merci Noémie, merci à tous. On se dit à l'année prochaine.